Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au nouveau modèle de financement des cabinets d'expertise comptable. Et je suis ravie de recevoir aujourd'hui Sébastien Bonnet, président fondateur de Scale Up Capital. Bonjour Sébastien. Bonjour Marine. Je suis ravie de vous avoir dans le podcast. Eh bien, de même, merci de votre invitation. C'est un vrai plaisir. Très honoré. Écoutez, on est honorés aussi. Je vous ai découvert, Sébastien, dans le podcast que vous avez réalisé avec Alexis Lama, le podcast Accounting Business Club, qui est un épisode qui était vraiment passionnant. Vous dirigez une société d'investissement qui s'appelle Scale Up Capital et vous avez lancé en janvier 2023 un fonds dédié pour la profession qui s'appelle Expert Génération. On va y revenir sur les objectifs de ce fonds. Mais d'entrée de jeu, quand on s'est parlé pour préparer cette discussion, cet épisode, vous m'avez dit que vous ne vouliez pas tomber dans les débats dogmatiques sur les levées de fonds dans l'expertise comptable, opposer des visions trop opposées. C'est redondant, mais on comprend l'idée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous voulez un peu tuer dans l'œuf cette polémique ? Oui, parce qu'en fait, merci de poser la question. En effet, on oppose souvent le débat financiarisation et financement, selon un paradigme qui voudrait dire que j'emprunte à la banque, je fais du financement, je fais appel à un investisseur en capital, je fais de la financiarisation de ma profession. Moi, je préfère parler de financement de croissance. Aujourd'hui, quand on appelle des investisseurs en capital, c'est qu'on a un besoin de développement qui est relativement fort, qui a une consolidation du secteur, qui a une transformation structurelle des secteurs. Et donc, effectivement, il est nécessaire d'avoir des investisseurs en capital qui viennent renforcer vos fonds propres et qui permettent de rassurer les banques. En fait, la finance, c'est une question de confiance. On travaille tous main dans la main, en fait, hein, vouloir, en fait, opposer investisseurs en capital et banque, pour moi, c'est une hérésie. Toute l'économie est financée par des capitals investisseurs qui accompagnent des banques. Les uns et les autres ne prennent pas les mêmes risques et pas les mêmes niveaux de risque. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises, et donc, dans notre cas, les cabinets d'expertise comptable, effectivement, à se déployer et à financer leur développement. D'accord. Donc c'est pas un phénomène conjoncturel avec la remontée des taux, avec une restriction du marché bancaire seulement. C'est quelque chose que vous aviez anticipé, que vous analysez, je crois, depuis une dizaine d'années. Vous voyez les prémices de cette, arrivée des fonds dans la profession depuis une dizaine d'années? Alors, en réalité, le fonds, tel qu'il a été construit, répond à un cahier des charges qui a été pensé par l'Ordre des experts comptables lui-même. Il y a une note qui remonte à janvier 2011, avec un expert comptable qui officie encore aujourd'hui et commissaire aux comptes, monsieur Bonin, effectivement, qui, dans le cadre de ses activités à l'Ordre, avait imaginé le concept d'un fonds d'investissement affinitaire de la profession pour la profession. Donc, c'est complètement indépendant des problématiques de taux ou des D'accord. problématiques d'inflation qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Il s'agit vraiment d'avoir un véhicule utile pour une profession. D'accord. OK, hyper intéressant. Donc vous n'opposez pas, financement bancaire et financement par, apport de fonds d'investissement. Scale Up Capital, pour qu'on comprenne bien ce que vous faites et puis après Expert Génération, qu'est-ce que vous faites dans l'une et dans l'autre des sociétés alors? Alors, en fait, Scale Up Capital, c'est l'histoire de financier de marché repenti, en fait, hein. Moi, en 2017, j'ai eu un souci, je dirais, philosophique quand j'ai visité une société d'investissement américaine, qui s'appelait Vanguard. Et je me suis assis en face d'un gérant de fonds qui gérait un fonds de réplication de l'indice S&P 500, donc l'équivalent du CAC 40, mais pour les États-Unis. Et j'ai eu un vrai souci philosophique lorsqu'il m'a dit combien il gérait en fait en réplication dans son portefeuille. En réalité, ce monsieur gérait autant que mon employeur, qui à l'époque était BNP Paribas Asset Management, donc BNP Paribas, première banque européenne. Et D'accord. moi, à l'époque, je co-dirigeais en fait la gestion diversifiée chez BNP Paribas via une plateforme qui s'appelle FundQuest.
Donc on était assis sur 72 milliards d'euros d'encours, en fait, donc pas un petit acteur. Et en entendant ce monsieur, effectivement, j'ai compris que un fonds pouvait gérer autant que mon employeur à l'échelle mondiale, C'est avec 3 incroyable. 500 salariés, D'accord. 500 milliards sous gestion. Donc je me suis dit que c'est quand même étonnant. Et si vous vous souvenez de cette époque, 2017, les taux réels étaient négatifs, le marché montait tout seul. On avait une croissance de marché de l'ordre de 15 à 16 par an. Or, en regardant les PME françaises, on n'avait pas les mêmes, taux de croissance. Donc je me suis intéressé à ce qui se passait dans le non coté, et aux entreprises réelles. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une vraie difficulté de financement pour nos PME. Donc, on a créé Scale Up en s'associant avec des industriels, des gens vraiment qui sont du métier, pour aller conseiller des opérations de croissance dans nos PME en France et aider nos PME à se transformer en ETI. Et lorsque vous venez des marchés, en fait, vous aimez travailler avec de la donnée. Et ces données, en fait, qui les produit? Ce sont nos amis experts comptables, notamment sur ces PME. Et à ce moment-là qu'on s'est rapproché effectivement de l'ordre et qu'on a pu connecter et que l'ordre nous a effectivement, annoncé qu'il souhaitait lancer un véhicule d'investissement pour la profession. Alors avec beaucoup de contraintes et donc on a transformé notre société de conseil en haut de bilan, en société de gestion, hein. Donc moi mon métier, c'est être gérant d'actifs. Je pilote et je gère des fonds, depuis plus de 25 ans. Et effectivement, je souhaitais échapper à ce paradigme, mais bon, bah, voilà, chasser le naturel, il reviendra au galop, hein, donc ça m'a rattrapé. Donc on a lancé ce premier fonds infinitaire pour la profession des experts comptables, sachant que c'est le premier d'une série, que l'on envisage pour l'ensemble des professions, libérales réglementées. Oui, puis en plus, c'est très en lien avec la mission que vous aviez chez Scaleup, parce que vous avez chez Scaleup de créer des ETI. Alors, on n'a pas forcément beaucoup d'ETI dans l'expertise comptable. On est plutôt sur des PME ou des TPE, des PE, mais on est sur de l'emploi local, sur une filière qui représente quand même beaucoup d'emplois. On commence à avoir, de plus en plus d'ETI, D'ETI dans d'expertise l'expertise comptable. Tout à comptable. l'heure, je vous donnerai quelques noms et quelques opérations un peu emblématiques qui sont en cours ou qui ont été, réalisées et qui nécessitent en fait, d'avoir des capitaux, en fonds propres, hein, qui arrivent pour permettre aux banques de financer les activités et financer les acquisitions. Mmh. Très clairement. Alors il y a un phénomène, je comprends de mieux en mieux le positionnement que vous avez chez Scale et notamment Expert Génération, on y reviendra. Mais il y a un phénomène, une toile de fond dans la profession dont on parle beaucoup alors au CEG et à l'extérieur. On a fait un épisode avec Gilles Doriac sur la valorisation des cabinets, qui, sert aussi un peu de base à notre échange aujourd'hui parce que vous comme moi, enfin vous l'avez écouté, on Oui, a travaillé dessus et cetera. épisode passionnant que je recommande à tous vos auditeurs parce Merci. qu'effectivement, moi, ça m'a conforté dans la vision qu'on avait, dans la lecture effectivement des données qui peuvent être produites pour la profession, et puis alors, surtout avec une vue très pragmatique en fait, hein. Donc, vraiment, j'invite tout le monde à aller consulter l'épisode avec Gilles Doriac sur la valorisation des cabinets qui reflète bien ce qui est en train de se passer dans votre. Exactement et donc ça, ce phénomène-là, avec l'arrivée de fonds, notamment anglo-saxons dans les cabinets d'expertise comptable, eh bien se confirme, hein, on a, des fonds par exemple, Waterland, chez Cogep, on a le Crédit Mutuel Equity, qui a racheté PKF Arcelon, anciennement, PwC pour les entrepreneurs. C'est quoi pour vous les raisons qui poussent de plus en plus, des cabinets, à lever des fonds? Alors auprès de ce type d'acteurs, hein, et qu'est-ce qui peut, quels sont les besoins, sous-jacents qui viennent requérir de tels fonds? Dans quoi ils investissent finalement ces fonds-là quand ils viennent dans l'expertise comptable? Alors, pourquoi est-ce qu'un cabinet d'experts comptables, c'est intéressant pour un fonds d'investissement? La première chose, c'est que, et pourquoi ils n'ont pas investi jusqu'à présent, en fait, hein, ou très peu investi? Beaucoup d'experts comptables vous diront que c'est lié aux problématiques de gouvernance et à cette protection qu'on a en France Oui. sur le sujet. La réalité, c'est qu'il y a un changement de dimension qui est en train de s'opérer. Aujourd'hui, vous avez un game changer qui arrive, qui s'appelle la facture électronique, la fameuse facture X, qui va bouger beaucoup de choses en termes de sources de revenus pour les cabinets. 80 des cabinets aujourd'hui font de la tenue de compte et font donc de la vérification de compte. En effet, ça demain, c'est une manne qui va être nettement moins rentable parce que toute la problématique des back-office va être partiellement ou totalement automatisée.
et il y a une nouvelle forme de concurrence qui va rentrer sur ce marché. Pourquoi est-ce que les fonds ne sont pas rentrés jusqu'à présent? C'est pas lié à la gouvernance, c'est essentiellement lié à la taille relative du marché. Un cabinet médian en France fait 1,2 million en termes de chiffre d'affaires. On a ces règles, je dirais ancestrales, enfin séculaires, qui consistaient, enfin au moins depuis 1946, qui consistaient à, comment dire, payer un cabinet entre 0,8 fois et 1,2 fois son chiffre d'affaires. On a vu dans l'épisode précédent que c'était plus tout à fait ça les règles qui étaient applicables. Mais c'est encore Euh, la règle dans mais pas mal de cabinets. Hein. ça reste, Ouais. voilà, L'écart ça type reste s'agrandit, mais la règle est quand même encore majoritairement voilà, celle-là. ça reste un bon benchmark, en effet. Et bon, la réalité, c'est que obtenir de la rentabilité sur un acteur économique de si petite taille pour un fonds, c'est relativement peu intéressant, Mmh. puisque les fonds ont de plus en plus collecté. Vous sortez d'une période, 2008 à 2022, où l'argent a été, je ne vais pas dire gratuit, mais à disposition, en fait. Et donc, ça a eu pour effet de favoriser les flux financiers vers les gros deals, les grosses opérations. Faire un deal sur un expert comptable à 1,2 million pour un fonds, c'est clairement trop petit. Pourtant, vous avez de véritables ETI qui sont en train de se constituer. Hein. Vous avez cité quelques exemples. Moi, je vais compléter en fait. Hein. Si je regarde ce que fait par exemple le Mayennais Fiteco, Mmh. Fiteco, c'est 2000 salariés, c'est 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Ils ont annoncé en mai leur rapprochement avec un groupe qu'on connaît bien qui s'appelle CHD, qui fait 700 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires. On est déjà dans une très belle ETI. On avoisine les 200 millions d'euros en chiffre d'affaires global. On a un gros acteur sur le marché. Hein, on voit également qu'il y a d'autres problématiques, donc, notamment de développement de mission. Donc, pourquoi les fonds s'intéressent aujourd'hui à ce secteur? C'est qu'il y a une mutation dans la mission des cabinets qui est apportée par ce game changer que constitue la facture électronique. Il y a aussi un autre phénomène qui est le vieillissement de la population. Aujourd'hui, quand on est expert comptable associé, on a en moyenne 52 ans. Donc, dans les 10 ans qui viennent, vous allez avoir un nombre de transactions qui va exploser à la hausse. Et on a un paradigme, c'est est-ce qu'on continue à fonctionner dans cette révolution industrielle qui arrive pour les experts comptables selon la même méthodologie en continuant à échanger un cabinet sur la base de 0,8 à 1,2 fois le chiffre d'affaires, ou est-ce qu'on en profite pour opérer une transformation technologique et passer un cap, changer les modes de mission? Et ça, je pense que toute la profession s'accorde à dire qu'il faut développer sur les modes de mission. Alors certains, ils sont réticents, mais typiquement, vous voyez le cabinet savoyard, la SR Conseil, hein, qui fait quand même 40 millions de chiffre d'affaires, donc c'est pas un petit cabinet, ils sont relativement puissants et influents sur leur zone, viennent de s'associer avec Cristal, le groupe Cristal, donc qui est aujourd'hui dirigé par un de mes anciens patrons D'accord. de la Société Générale, qui est un des mastodontes de la gestion privée en France. Et ça, c'est bien le paradigme, c'est que le premier conseil de l'entrepreneur aujourd'hui, le premier tiers de confiance, c'est l'expert comptable. L'entrepreneur a pour triptyque, en fait, son banquier, son avocat, son expert comptable. L'expert comptable étant, en fait, son premier tiers de confiance dans la gestion de son entreprise, et y compris sa gestion patrimoniale privée. Donc, on voit que vous avez une évolution fondamentale de cette profession qui arrive, qui va nécessiter de consolider la partie tenue de compte. Donc, on a une course à la taille qui est engagée. Et là, les opérations deviennent plus intéressantes pour les fonds, plus supportables en termes de coût du risque. Par contre, elles sont nettement moins supportables pour les banques. Hein. Vous voyez, quand je vous parle du deal Fiteco versus CHD, 140 millions fois versus 50 millions, 50 millions d'euros, ça commence à faire des tickets de taille relative importante. Donc, on ne peut plus faire que par du financement bancaire propre. Il faut également Mmh. qu'il y ait un peu de levier et donc des fonds propres qui soient renforcés. Mmh. Donc je sens qu'on a une fracture, ce que vous dites, technologique et en même temps un peu sociologique de la profession, qui fait que ce paradigme peut s'installer, celui de l'arrivée des fonds. Hem Et alors ça vient toucher, directement le sujet de la valeur, et la valeur, c'est quelque chose de subjectif, ça je crois que c'est même, d'un point de vue humain, dans la vie de chacun, on le sait. La valeur d'un cabinet vu par un fonds, c'est pas forcément la même que celle vue par un repreneur classique, le schéma qui existait jusqu'ici. Il y a d'autres secteurs comme par exemple, alors il y en a foison, mais par exemple le secteur des campings, de l'hôtellerie de plein air, on voit
des fonds. Ils sont vendus majoritairement à des fonds et plus à des propriétaires de camping dont c'est le métier. Et ça, forcément, ça vient créer une polarisation en termes de valeur perçue de l'entreprise en question. Pour un repreneur classique, alors c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode avec Gilles Doriac, eh bien, c'est effectivement la capacité la valeur et aussi capacité de remboursement corrélée à la capacité de remboursement de l'acquéreur. Donc, en général, ça s'étale sur 7 ans, plus ou moins autour d'un an de chiffre d'affaires. Pour un fonds, le fonds, lui, il a tendance à imaginer d'autres choses, à voir un peu plus loin, à exploiter, peut-être à vouloir exploiter la donnée notamment, et que les cabinets vendent autre chose que la tenue comptable. Ma question, c'est la suivante, c'est qu'on se rend compte qu'on a des valorisations qui sont extrêmement accrues pour certains cabinets, qui peuvent accrocher des multiples de BE qui sont parfois beaucoup plus importantes. Comment les acquéreurs traditionnels, un repreneur, un jeune associé par exemple, un jeune qui voudrait s'associer dans un cabinet, peut suivre? J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu une difficulté à imaginer une reprise quand on voit le marché qui s'emballe comme ça. Le fonds, qu'on gère s'appelle Expert Génération, hein. Donc il y a cette notion d'intergénérationnalité entre les acteurs et l'idée c'est que, la profession d'expert comptable, c'est une profession qui est extrêmement compliquée. On travaille dur, longtemps, on étudie longtemps, donc on commence à travailler tard, hein, on a 8 ans d'études. Donc effectivement, ça c'est extrêmement compliqué d'accéder à cette profession. On est relativement mal payé lors des premières années, en fait, d'exercice. Donc un jeune qui souhaite acquérir un cabinet aujourd'hui, au final, vu l'évolution du marché et la consolidation qui est en cours, qui est inexorable en fait, hein, c'est une marque qui a démarré il y a plus d'une dizaine d'années. Il achète quoi? Il achète un droit au travail. D'abord un droit au travail. Et sans comparaison péjorative, en fait, c'est un peu comme les chauffeurs de taxi qui se revendaient leurs plaques entre eux, à une époque avec une certaine inflation, une certaine spéculation sur ces plaques. Hem, tout ça lié à une situation de quasi-monopole, en fait, qui ne tient qu'à un décret gouvernemental, hein. Heu, Aujourd'hui, nous, ce que l'on souhaite, c'est que ces jeunes disposent d'un outil pour effectivement booster en fait leur développement. Déjà ne serait-ce qu'acquérir un cabinet de taille médiane en France, en partant de zéro avec un faible apport, la banque ne vous financera pas l'acquisition d'un cabinet, même sur les anciennes méthodologies de valorisation, à 1,2 million d'euros. En fait, c'est très, très compliqué. On pourra vous permettre d'acheter un cabinet à 500 000 euros, mais pas un D'accord. cabinet à 1,2 million d'euros. Donc, les jeunes experts comptables, ils ont cette obligation de changer de braquet en fait et d'ouvrir en fait leur mission à d'autres types de missions que de la simple tenue de compte et on le voit, on voit des initiatives absolument fabuleuses dans ce qu'on accompagne avec le fonds d'investissement. Et donc c'est d'abord ça, en fait. L'idée, c'est de les armer pour pouvoir aller plus loin et rentrer sur un marché qui va coûter de plus en plus cher. Heu, un investisseur financier rentre, avec une logique, c'est qu'un actif financier vaut ce qu'il lui rapporte, en fait. Donc un cabinet d'experts comptables aujourd'hui, j'avais pas complètement, répondu à votre question précédente. C'est pourquoi c'est attractif pour un fonds? Parce que, c'est très stable, en fait, ça a une belle rentabilité, et ça a surtout une belle prévisibilité du rendement. En fait, vous êtes dans le seul métier ou un des rares métiers où vous connaissez votre, chiffre d'affaires un an à l'avance. Et que le cycle économique soit favorable ou défavorable, on a toujours besoin d'un expert comptable, hein. Donc, on est sur, des fondements, des piliers de l'économie. Donc ça en fait des candidats à l'investissement qui sont extrêmement attractifs et d'autant plus attractifs qu'étant assermentés, il y a très peu de défauts chez les Mmh. experts comptables. Mmh. Quand on investit un capital privé dans une société dans la tech, on a une chance sur 2 d'avoir un défaut de l'entreprise, de la start-up en question. Quand on investit chez un cabinet d'experts comptables, effectivement, c'est pas du tout le même paradigme. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites et en plus de ça, pour confirmer vos dires, nous tous les mois, on a un dispositif au sein du CEG qui s'appelle le Cockpit, qui est un questionnaire, une console de pilotage où les cabinets répondent à un certain nombre de questions pour voir comment ça va du point de vue de leur activité, du point de vue de leurs clients. Enfin, on fait un peu un 360 de toute leur activité et une des notes les plus hautes, c'est, la structure financière de leur cabinet, enfin la santé financière de leur cabinet. Malgré les aléas, malgré les soubresauts de l'actualité, les banques qui suivent pas les clients et cetera,
eux, leur activité est au beau fixe. Alors c'est pas, je pense, seulement les membres du CEG, je pense que c'est assez représentatif de la profession et ça vient vraiment, je pense éclairer enfin, affirmer ce que vous dites quoi, confirmer ce que vous dites. Alors avec un bas de bilan qui est très gras et un haut de bilan qui est généralement assez peu capitalisé. Et effectivement, bon ça c'est peut-être lié aux modalités de gestion des cabinets. Donc ça c'est amené, je pense, à évoluer, avec le temps, avec le changement de méthodologie, et le changement de paradigme pour les cabinets. Mais en effet, ce sont des acteurs économiques très stables, très sains, Oui, avec qui il est très agréable de travailler parce qu'effectivement, ils ont toujours cette logique de prévisionnel. Voilà, mais ils ont malgré tout des gros besoins de financement liés à cette révolution, hein, c'est une révolution industrielle qu'ils sont en train de subir et qui va nécessairement aboutir à une consolidation. ouais. Arrivée des fonds, alors peut-être pas forcément les fonds, comme Expert Génération, mais ceux dont on parlait juste avant, de nature anglo-saxonne, quelles sont les conséquences en termes, je sais pas, de gouvernance, de modification de ces structures? Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un aperçu de ce que ça change, pour ces cabinets quand ils sont, repris par des fonds? Alors, en fait, voilà, il n'y a pas un, type de fonds, il y en a plusieurs. Grosso modo, vous avez 3 types de fonds, hein. Vous avez des fonds qui financent de l'amorçage, ceux qui financent du capital développement, hein, donc de la croissance d'entreprise et ceux qui financent de la transformation, retournement, transition, et transition patrimoniale en fait de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands types de fonds que vous allez rencontrer, dans le domaine, financier. En fait, les fonds d'amorçage, on en voit agir dans la partie technologique, mais plutôt sur la partie édition de logiciels. Et ça, c'est un domaine, je dirais, qui est à part, qui est un des épiphénomènes, parce qu'on a beaucoup de cabinets qui développent leurs propres solutions. Moi, je vois beaucoup de cabinets intermédiaires ou de gros cabinets qui aujourd'hui arrivent avec une solution propre, soit qu'ils ont acquise, par le biais d'une participation, privée, soit par un développement interne et qu'ils souhaitent, mettre sur le marché, aujourd'hui. Donc effectivement, ceux-là ont tendance à avoir recours à des fonds d'amorçage. D'accord, Le gros de l'activité, le gros de la transformation se fait plutôt sur des cabinets de développement, hein, enfin des fonds de développement, donc des fonds de LBO, hein, des fonds de capital croissance. d'accord, Et effectivement, là, qu'est-ce qu'on finance? On finance le rapprochement entre cabinets, on finance le rachat entre associés, on finance la constitution de groupements et on finance la transformation technologique de vos groupements. Donc, c'est le déploiement de moyens, hein, c'est une course à l'armement pour effectivement gagner en efficacité, et gagner en productivité sur ces cabinets. Donc nécessairement, les fonds d'investissement que vous voyez arriver aujourd'hui, n'ont pas forcément cette spécialisation, ce côté affinitaire que vous pouvez avoir en fait pour le secteur. Pour eux, c'est très agréable d'avoir accès au secteur de l'expertise comptable, mais ils savent malgré tout qu'ils n'investiront pas de manière majoritaire, puisqu'il y a une problématique d'attribution des droits de vote qui est liée aux pratiques et à la gouvernance que l'on a dans la profession. Donc, la grande crainte des libéraux, est à chaque fois de voir le capital investisseur, comme celui qui lui fait perdre, son pouvoir au sein de la gestion de son cabinet. En réalité, les fonds n'interviennent de manière opérationnelle dans les cabinets que lorsqu'ils sont majoritaires. Donc un fonds, généralement, va se positionner au niveau du conseil d'administration de l'entreprise. Donc il est assis parmi les actionnaires et il valide avec les autres actionnaires la stratégie, hein, de gestion qui est émise par les opérationnels, donc par le comité de direction. Et ça, c'est ce que vous verrez de manière majoritaire puisqu'effectivement, on sait qu'on ne peut pas dépasser les 33 de droits de vote, sur ce type sur ce type d'acteur. Donc là, pas de crainte. Et si effectivement le fonds devenait majoritaire, pour une raison ou pour une autre, il pourrait être amené à imposer ce qu'on appelle des operating partners, donc des gens qui rentrent dans la vie de la société et dans la gestion de la vie de la société pour en effet faire du déploiement et appliquer sa politique de d'accord, transformation. d'accord. C'est pas notre cas. D'abord, c'est pas possible chez les experts comptables. OK. C'est pas donc voilà, certains, se sentent l'obligation de dire: «Nous sommes un fonds éthique». Je veux dire, le fonds éthique n'est pas lié en fait à l'emprise au capital que vous pouvez avoir sur le cabinet. Le fonds éthique, c'est la politique de gestion qui définit, Mmh. Mmh. l'éthique, qu'il peut avoir. OK. Et effectivement, nous, chez Expert Génération, on reste
au niveau du conseil d'administration, avec des gens qui ont une logique d'accompagnement. Donc, ils viennent coacher les dirigeants d'entreprise. Voilà, on est assis dans le siège du passager et la plupart de mes confrères, fonds d'investissement privés, en fait, vont être dans le siège du passager du fait des règles de gouvernance que vous avez sur Oui, cette profession. d'accord. OK. Par contre, effectivement, il y a une vraie différence. Là où s'opère la différence, c'est quelle est la provenance de vos fonds, de vos capitaux, hein, donc auprès de qui le fonds a collecté. Donc, quelle est l'exigence de rentabilité que vont avoir les actionnaires de ce fonds et c'est surtout de ces fonds et c'est surtout en réalité quelle est l'implication du fonds dans la profession donnée, en fait. Parce que la plupart des opérations que l'on voit sont des fonds de capital croissance qui investissent chez les experts comptables comme une participation de diversification. Ils sont dans d'autres secteurs et ils voient les experts comptables comme n'importe quel autre actif économique. Voilà. Nous, on a souhaité plutôt répondre à un besoin propre. Donc, c'est pour ça qu'on se définit comme un fonds affinitaire. OK. Hein, donc on a souhaité effectivement répondre à un besoin qui est propre à la transformation même de la profession. Affinitaire parce que donc ce sont la vocation de ce fonds majoritairement, c'est que des apporteurs de capitaux qui sont eux-mêmes de la filière d'expertise comptable financent, apportent des fonds qui seront investis dans d'autres cabinets d'expertise comptable. Si j'ai bien compris, Oui, c'est le ou des entrepreneurs privés qui investissent. Aujourd'hui, les experts comptables sont malheureusement pas nos investisseurs majoritaires. Hein, c'est normal, il faut un tour d'accoutumance, il faut comprendre effectivement quel est le positionnement du fonds. C'est 10% de nos investisseurs aujourd'hui, les experts comptables, mais ça monte. Hein, je l'observe d'un œil plutôt favorable, ça monte jour après jour. Mais ça n'est que 10% mmh, pour l'heure. Voilà, OK. mais fonds affinitaire parce qu'il répond à un cahier des charges qui a été dessiné par l'ordre à l'époque, et voilà, qui répond vraiment à une problématique de transformation de la profession. C'est un fonds qui a été pensé par des experts comptables pour des experts comptables. Le financier et il est piloté par des experts comptables. Il est piloté par un advisory board qui regroupe en fait des experts comptables qui sont des personnalités de premier plan dans l'environnement professionnel de l'expertise comptable et qui viennent mentorer. Alors, ils ne sont plus impliqués aujourd'hui dans le business en tant que tel, puisque sinon on aurait une problématique de conflit d'intérêts, hein, donc ils sont retirés, mais ils viennent mentorer les participations Mmh. et les aider à passer des étapes qu'eux-mêmes ont déjà vécues. Ça, c'est super intéressant. Vous m'avez dit, je ne sais pas si on peut dévoiler leurs noms, lors de notre préparation, quelques noms, de cet advisory board que vous aviez, Alors, est-ce que c'est on a, possible? donc, bon, pour le moment, il est constitué de 4 membres, mais ça grossit, donc, au fil des mois, et en fonction de l'augmentation du nombre de dossiers et on a une logique, c'est de pas les surcharger. On veut pas qu'un advisor, ait plus de 3 dossiers, 3 à 4 dossiers à traiter, sinon c'est plus efficace. Donc on a le grand honneur d'avoir, Hervé Granet, en fait, qui nous a rejoints, donc Hervé Granet qui est directeur général de France Défi, donc un des principaux groupements, d'experts comptables, en France. Également, grand honneur d'avoir Stéphane Verdict, donc un des cofondateurs du réseau RSM France, qui OK. aujourd'hui a pris sa retraite et dans ses bonnes œuvres, donc accompagne également, le fonds pour la transformation de cabinets ciblés. On ne finance pas tout le monde, hein. Je rappelle qu'on a une logique de best in class, donc on a une sélection. Il y a 10 cabinets pour les opérations de capital, 10 cabinets pour les transformations technologiques, en fait, hein, de cabinets ou groupements de cabinets, et puis 10 sociétés privées qui vont apporter des nouveaux services en fait aux cabinets Oui. pour pouvoir effectivement les aider à améliorer leur courbe de rentabilité et puis sortir de ce paradigme de la sacro-sainte tenue de compte. Voilà. Donc, Stéphane Verdict, Hervé Granet, on a Frédéric Espira, qui est un des grands militants devant l'éternel sur l'application comment dire, de la gestion patrimoniale pour les entrepreneurs réalisée sur les concepts et les préceptes des experts comptables. C'est un des gros axes de développement et il existe des moyens pour accompagner les experts comptables dans cette optique-là. Et puis, on a le président de la commission des financements de l'ordre, Max Pevrier, voilà, OK. qui lui est très au fait, effectivement, de tous les mécanismes qu'on peut avoir pour faciliter le financement d'un cabinet. D'accord, OK. Donc si je comprends bien, il y a 3
poches d'entreprises que vous accompagnez, les cabinets qui sont en opération de transmission, de croissance, peut-être de rapprochement entre eux, des cabinets qui développent peut-être ou enfin, qui font des transformations de type technologique, et puis d'autres entreprises, peut-être des éditeurs de logiciels, des entreprises qui accompagnent l'expertise comptable. Donc vous avez plusieurs poches d'entreprises accompagnées. En gros, une promotion de 30 entreprises, c'est ça, pour chaque levée? Alors, voilà, le fonds, donc c'est un fonds à millésime, donc il y aura pas un, mais plusieurs fonds. OK, Et effectivement 30 candidats par millésime. OK. Voilà, de manière à être focalisé et donc avoir, bah, des générations d'experts comptables qui répondent à certains, donc c'est comme le bon vin, en fait. Vous allez avoir des millésimes qui se suivent, qui se ressemblent, mais ne sont pas nécessairement tous les mêmes. Donc au menu, en fait, du millésime en cours qui clôture d'ailleurs, je le rappelle, Ah oui. le 31 décembre. Donc au-delà des 20 cabinets qu'on accompagne, cabinets ou groupements de cabinets, donc on accompagne tout le monde, encore une fois, hein, aussi bien des très jeunes qui sont en phase de démarrage et d'amorçage, que des gens beaucoup plus expérimentés qui sont dans des problématiques de transformation ou de transmission. On a ces 10 sociétés innovantes qui répondent à des paradigmes nouveaux pour les experts comptables. La cybersécurité. Demain, l'expert comptable va véhiculer des factures électroniques et va se poser en fait une vraie problématique de gestion sur la gouvernance des risques pour les experts comptables. Alors, j'ai été dans une conférence sur la sauvegarde, des procédures de sauvegarde sur les entreprises dans la région de Bordeaux il y a quelques mois, et il y avait une experte comptable, une très jeune experte comptable qui prenait la parole, qui expliquait que pour la cybersécurité, il faut changer les mots de passe et veiller à ce que les PC soient fermés lorsqu'on part à la pause déjeuner. Mmh. En fait, ça va Ça peut-être va un bien petit peu au-delà. plus loin que cela. Et je pense que l'expert comptable va avoir une implication demain dans la gestion de la gouvernance des risques cyber pour ses propres clients, puisque l'expert comptable, contrairement à ce que disent certains qui prônent la domination de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas d'humain derrière. En fait, il faut le savoir. L'expert comptable va plus que jamais se rendre propriétaire des données qu'il va produire, en fait, hein, sur les entreprises. Et en ce sens, ça devient donc un acteur essentiel de l'économie française et du mécanisme de financement qu'on peut avoir pour nos entreprises. Mais cette donnée, il faut la protéger. Donc, il y a une protection cyber qui est à appliquer. Donc, on a investi dans un des champions français du sujet qui met en place une plateforme à disposition des commissaires aux comptes et des experts comptables. Euh, on va investir dans une entreprise qui va valoriser en fait les actifs immatériels. Ça, c'est un des grands sujets. Vous dématérialisez, on passe en économie en mode Web 3. Vous avez des sociétés qui sont complètement dématérialisées avec des gens qui travaillent à des endroits différents aux quatre coins du territoire. Et c'est d'autant plus vrai dans le monde de l'expertise comptable. C'est quoi votre actif immatériel? Comment vous le valorisez? C'est quoi la valeur de votre entreprise c'est quoi votre actif digital en fait? Voilà, il y a des problématiques de formation, il y a des problématiques de recrutement, voilà, il y a des Donc toutes ces problématiques entreprises-là que ouais. de liasse carbone en fait, de transformation RSE et effectivement donc pas uniquement la production de bilan carbone sur la base des liasses fiscales. Donc on a toutes ces thématiques qui animent la profession et qui vont faire que ça va nécessiter des financements, mais ça va être aussi de nouvelles sources d'opportunités et de profits pour les cabinets. Très clairement. Vous dites, vous avez dit que l'expert comptable était, un des partenaires principaux des chefs d'entreprise. Il y avait l'avocat, le banquier, puis l'expert comptable qui est vraiment son partenaire, privilégié. On est tout à fait en phase avec ça, et on pense effectivement comme vous que l'expert comptable a de beaux jours devant lui. Pour autant, avec votre regard de financier, même si vous êtes repenti, j'aime beaucoup l'expression, est-ce que vous pouvez nous dire, Le selon vous, marché est quels repenti. est-ce que, On est financier, on reste vous financier, restez malgré financier, tout. exactement. Sur Alors, quelle transformation, pour vous, les experts comptables doivent miser pour afficher un beau bilan et s'en sortir finalement dans ce paysage qui évolue? Pour vous, c'est quoi les facteurs vraiment qui vont faire la différence dans les années à venir pour les cabinets? alors il y a, je pense que toute la partie production doit être maintenue pour une raison simple, c'est que c'est l'acquisition de données en fait et la transformation de cette donnée primaire qui va permettre de faire aujourd'hui et de la compta de trésorerie, de la compta d'engagement, une compta prédictive sur
ce que vont devenir les entreprises. Aujourd'hui, je vois des groupements. J'étais en visite dans un groupement et j'étais extrêmement choqué en me rendant compte qu'ils rachetaient de la donnée qu'eux-mêmes produisent sur les entreprises. C'est ce qui est quand même assez étonnant. Vous savez qu'aujourd'hui, les réassureurs crédits vendent de la data crédit sur les entreprises, mais la source, ce sont les experts comptables eux-mêmes, ce sont les bilans qu'ils déposent au greffe. Et donc, dans le processus, ils sont dans un mode de gestion en back-office sans anticipation de ce qui peut se passer derrière. En réalité, ils ont une manne d'informations fantastiques. Cette production de données, alors certains groupements l'ont réalisé. Ensuite, je pense que c'est vraiment cette notion de service à temps partagé, pour l'entrepreneur, qui n'est pas uniquement des tâches de production, mais Mmh. des tâches de conseil à temps partagé. Il y a un cabinet que j'adore qui, alors je ne veux pas faire de pub pour personne, mais bon, voilà, on est entre gens de bonne compagnie. Le nom me fait beaucoup rire, et tout est dans le nom, hein. Il y a un cabinet du Sud-Ouest qui s'appelle Je suis ton DAF. Je suis ton DAF. Donc tout est dit, en fait. Le problème de l'entrepreneur au stade de la PME, c'est que bien souvent, il y a une problématique de structuration. Et Je suis ton DAF lui permet d'avoir cette fonction financière qui rassure ses contreparties, finalement, et qui l'aide à structurer son activité et qui lui augmente amplement ses chances de survie, de croissance et de développement. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont décliné, je crois savoir qu'ils ont décliné en fait l'offre sur Je suis ton DSI, Je suis ton RH, je suis Tout à voilà. fait, ouais. Donc, il y a peut-être une nouvelle appréhension, du mode de gestion de la lettre de mission de l'expert comptable qui est à aborder, et une notion de monétisation de ce service. On voit bien que les robots, donc on parlait des rapprochements, et on parlait des investissements, mais vous avez noté, que, Dougs, donc le Oui. robot, hein, de comptabilité, redoutablement efficace. Bon, ils ont Mmh. levé 25 millions d'euros auprès d'Expandition Growth, qui est un fonds britannique. Oui. Pour Expedition Growth, donc qui est un fonds de capital croissance, qui investit déjà chez les experts comptables au UK, eux voient la partie back-office comme une partie qui peut devenir rentable si on la mutualise et on commence à faire grossir, si vous voulez, cet outil avec beaucoup d'automatisation. Bon, ça, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire vivre l'expert comptable demain. Ça, c'est des marges qui passent de 15 à 8% de BE, voire 7% de BE. Donc, l'expert comptable, s'il veut continuer à vivre sur le même régime et se développer, il faut qu'il se réveille et qui puisse contribuer à aider tout un pan d'économie à se développer. Alors, sans citer de nom, on travaille, on a eu à faire à des cabinets qui se spécialisent sur des verticales. Par exemple, les médecins libéraux. Comment accompagner un médecin libéral de la création de sa société à ses déclarations et sur toute la politique de gestion d'entreprise, en passant par la paye, la RH, et cetera. Donc c'est une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'appréhender en fait le le client, final qui est l'entrepreneur, sans nécessairement tout facturer à tout va, mais en fixant des silos avec des missions bien claires, qui sont déjà aujourd'hui, abordées par les experts comptables et qui ne sont pas valorisées dans, les lettres de mission. OK. Hyper intéressant. Spécialisation, ça me fait penser qu'on a une série d'épisodes du podcast où on décrit des spécialisations de cabinets qui viennent en fait leur donner un avantage pour le coup compétitif qui est très fort parce que on a beau parler de la concurrence des robots comptables, quand on a un cabinet qui parle 100% le langage industriel de son client en face, qui connaît parfaitement les rouages de son activité, ses problématiques, là la valeur s'il y avait un petit doute sur la valeur ajoutée du cabinet d'expertise comptable, là, elle est complètement, ce doute est complètement annulé. Il est Donc, complètement dissipé et puis ouais. qui anticipe les coûts effectivement dans l'évolution de l'entreprise et ça, seule l'expérience peut permettre de le voir arriver et l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment aboutie aujourd'hui pour, l'intelligence artificielle est très inintelligente sur ce sujet-là aujourd'hui pour pouvoir, heu voilà, pour pouvoir endommager, je dirais, de manière, durable la profession. C'est une profession qui devient centrale Mmh. et qui plus que jamais va l'être dans l'économie française. Enfin l'économie en général. Ouais.
C'est passionnant. On se rapproche de la fin de cet échange. Je vois que le temps file, mais on aimerait le prolonger. De toute façon, on le prolongera parce que vous allez sûrement nous aider dans des travaux au sein du CEG. On va mettre ça en place. Donc, merci infiniment, Sébastien, pour vos éclairages. Est-ce qu'avant de se quitter, vous voulez peut-être passer un dernier message ou en rappeler un que vous avez mentionné pendant cet échange? Nous, notre sujet, c'est la clôture du fonds Expert Génération 1. En ces temps un peu troubles, je pense qu'investir utile, ça peut être bénéfique à tous. Donc, je sais que beaucoup de gens se posent des questions sur, oui, les taux ont augmenté, oui, l'inflation galope, oui, on est dans des situations de tension, et sur les marchés et sur des situations de défaut sur les entreprises privées qui se révèlent de plus en plus fréquents, notamment dans le monde de la start-up. Si vous voulez avoir un investissement utile, investissez dans des secteurs, qui supportent l'économie française. C'est ce qu'on vous propose avec, Expert Génération. Voilà, nous clôturons le 31 décembre, cette année. Voilà, donc il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse souscription, hein, en singulier, @scaleup.group, en anglais, voilà et ça vous permettra d'investir utile, de pousser une profession qui, de toute façon, est vouée à se transformer et va de toute façon, déployer de l'emploi et du capital en France, Mmh. donc bien chez nous et dans des thématiques de transformation bien identifiées. Formidable. Merci beaucoup, Sébastien. On va remettre toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. Je pense que nos auditeurs auront apprécié cet épisode autant que moi j'ai eu à le préparer. Donc, je vous dis à très bientôt et À très merci vite encore. Au et revoir, merci de Sébastien. votre invitation. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!